bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie, sur le thème numéro 1, constitution et donc transformation de la matière. Et dans cette vidéo-là, on va faire un petit rappel sur les corps purs et les mélanges. Alors, donc c'est une vidéo de secondes, où on va faire effectivement un petit rappel sur les corps purs et les mélanges. Je vais vous dire, j'en ai parlé déjà en 5e, donc normalement ça devrait rester. Oui, il y a certaines choses qu'on va rajouter en plus, ok? Donc, c'est parti mon kiki, nous allons donc démarrer par cette vidéo-là. Alors oui, vous aurez remarqué pour la physique-chimie, on a 3 thèmes. On a un thème sur la matière, un autre sur les mouvements et donc un autre sur le son, enfin sur les ondes et les signaux. Et donc moi je vais pas commencer par celui sur les ondes et les signaux et le premier chapitre donc qui est le son. La plupart des profs de physique-chimie commencent justement par le son. Personnellement, je préférais commencer, on va dire dans l'ordre du programme, c'est-à-dire d'abord le thème 1 sur la matière, le thème 2 ensuite sur les mouvements et le thème 3 sur les ondes et les signaux. Comme ça, en fait, ça permet de savoir, par exemple, quand on arrivera en février, admettons que ça arrive, comme ça va arriver pratiquement chaque année, de voir que finalement, on est qu'au chapitre 4 du thème 1, et là, comme on est qu'au chapitre 4 du thème 1, je me présente un petit peu, tu vois, et me dire, au moins comme ça, au mois de mars, on attaque un nouveau thème. Ok? Tandis que si je me commence à mélanger, on commence un peu du thème 1, du thème 3, du thème 2, en tout cas, moi, je vais me perdre les pinceaux. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire vraiment la suite des autres, ok? Mais je sais que oui, il y en a beaucoup qui commencent par le son. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo sur le son. Mais je suis désolé, ce ne sera pas tout de suite, On va falloir être un peu patient. Il va falloir moi attendre une dizaine de mois parce que là, enfin, non, peut-être pas une dizaine de mois, j'abuse, mais il va falloir attendre un petit peu en tout cas, ok? Plutôt vers la fin de l'année, je ferai une vidéo là-dessus. Donc, assez blablaté, et donc démarrons la vidéo sur le rappel des corps purs et des mélanges, qui normalement ne sera pas très longue. Donc, il faut savoir les grandeurs physiques et plus particulièrement donc les grandeurs macroscopiques. Donc les grandeurs macroscopiques, c'est les grandeurs visibles en fait, telles que la température, également les longueurs, la masse, ainsi de suite, qui sont donc repérables ou bien mesurables à notre échelle en fait, et tout simplement caractérise l'espèce chimique. Okay, une espèce chimique, elle est caractérisée par le fait qu'on ait des grandeurs, donc des grandeurs macroscopiques qui sont repérables et mesurables. Donc comme la température de changement d'état, comme les longueurs ou bien comme les masses, ou encore la masse volumique, et tout plein d'autres choses. Okay, ça, c'est des éléments qui vont caractériser une espèce chimique. Donc bien évidemment, on verra que pour certaines espèces chimiques, on peut les détecter par test. Okay, et d'ailleurs, des tests, il y en a pas mal. On verra qu'il y a des tests physiques et des tests chimiques. Okay, on verra l'inconvénient et les avantages et tout. En fait, le fait que cette espèce chimique puisse être repérable par des tests, ça va constituer en quelque sorte la carte d'identité de l'espèce chimique. Okay, par exemple, si vous prenez de l'or ou bien du plaqué or, et ça va pas être la même chose. Okay, ou de l'or ou du plastique, voilà, je vous affiche deux choses. Vous avez pourtant vous voyez de l'or pourtant. Okay, mais il y en a un des deux, c'est faux. Okay, et donc c'est faux physiquement parlant. Okay, c'est-à-dire que oui, d'accord, on arrive à avoir de l'or, couleur or, mais est-ce que c'est vraiment de l'or en termes donc de métal? Et ça, on peut le vérifier de manière physique ou bien de manière chimique. Et donc, ces vérifications-là, ces grandeurs physiques qui vont caractériser l'espèce chimique, ça forme la carte d'identité de l'espèce. Là, pour vous donner un indice, avec l'or, souvent on va tout simplement procéder par mesure de masse volumique. Donc, dans un premier temps, on mesure la masse, et ensuite on mesure le volume. Okay, ça, pareil, j'en reparlerai dans une vidéo, donc consacrée un peu plus au test. Alors, l'expression espèce chimique, parce que vous vous dites, au collège, on n'a pas trop employé cette expression-là, et donc je me mets à l'employer là directement dès le début de la seconde. En fait, cette expression d'espèce chimique, elle va tout simplement en fait nous permettre de faire des descriptions, et donc elle va être utilisée pour ça en fait, elle va permettre et être utilisée pour faire des descriptions de matière à l'échelle macroscopique. Vous verrez par la suite, quand on fera des descriptions à l'échelle microscopique, on ne parlera pas d'espèces chimiques, mais on utilisera un autre terme. Donc je vais vous le donner, mais on en reparlera plus en détail. C'est l'entité chimique. Okay, voilà, quand on fait des observations à l'échelle microscopique, parce que là, c'est l'entité chimique qu'on parle. Là, comme on fait des observations à l'échelle macroscopique pour le moment, et c'est tout simplement d'espèces chimiques que l'on va parler. Donc nous, en tout cas en chimie, tout ce qui est yaourt, par exemple un peu yaourt, un arbre, tout ce qui vous entoure, toute la matière que vous pouvez voir et qui vous entoure en tout cas, et que vous pouvez voir avec vos yeux à l'échelle macroscopique, et dans ce cas-là, on va considérer ça comme une espèce chimique. Okay, voilà, vous. Et donc,
Des espèces chimiques, vous en avez, on va dire, deux types. On peut catégoriser ça en deux types. Vous avez d'abord des espèces chimiques constituées d'une et même, comment dire, du même espèce chimique, ok. Donc vous avez un échantillon de matière. À partir du moment où il est constitué d'une seule et même espèce chimique, on va parler de corps pur en fait. Voilà, donc un corps pur, par définition, c'est quoi? C'est un échantillon de matière qui est constitué seulement d'un seul corps pur, ok. Enfin, d'un seul corps. Donc en gros, d'un seul espèce chimique, ok. Donc par exemple, vous avez le sel, voilà, vous, ça, c'est en général, donc c'est un corps pur. Mais après, on a de l'eau pure, ok. L'eau pure, donc l'eau qu'on distille, par exemple, ok. Donc c'est l'eau qu'on peut mettre, par exemple, dans les moteurs de voiture. En général, c'est de l'eau distillée, et donc elle est pure, cette eau-là. Et en revanche, si vous prenez un échantillon de matière qui est constitué donc de diverses espèces chimiques, là, on ne va pas parler seulement d'un corps pur, on va parler d'un mélange, en fait. Un mélange, c'est une association de diverses espèces chimiques, ok. C'est le cas d'un jus de menthe, enfin d'un sirop, d'un jus d'orange, par exemple, hein, puisque vous prenez bien de l'orange, et vous associez, par exemple, à un autre arôme ou des choses comme ça, ok. Un jus d'orange, c'est pas totalement neutre, c'est bien. Et tout plein d'autres exemples, hein. Voilà, voilà. En général, on va même trouver, enfin, vous dans un contrôle, en général, vous allez avoir plus de facilité à déterminer quelle matière est un mélange que déterminer quelle matière est un corps pur. Et c'est normal, parce que dans la vie de tous les jours, même, on observe beaucoup plus de mélanges que de corps purs. Par exemple, l'eau que vous achetez au supermarché, vous croyez qu'elle est pure, mais en fait, elle n'est pas si pire que ça. L'eau du robinet, encore moins. L'eau du robinet, vous avez ce qu'on appelle donc du calcaire, ok. Parfois, et donc de ce cas-là, elle n'est pas totalement pure. L'eau, comme je vous disais, que vous achetez, il y a des ions. Donc elle n'est pas totalement pure non plus. Ok. Alors, au niveau donc des mélanges, on va rentrer un peu plus dans le détail. Mais encore une fois, c'est des choses que vous avez déjà vues normalement. Mais donc, au niveau des mélanges, vous avez deux types de mélanges. Vous avez donc des mélanges dits homogènes. Ces mélanges dits homogènes, c'est tout simplement en fait des mélanges pour lesquels justement il est impossible à échelle macroscopique avec nos yeux donc de distinguer les constituants. Ok. Par exemple, une classe homogène, si je dois m'écarter, enfin si je m'écarte un petit peu du contexte physique, mais pour vous faire comprendre bien, une classe est dite homogène en fait si on ne voit pas de différence entre le meilleur de la classe et donc celui qui est moins bon. Ok. Je vous rassure, ça arrive presque jamais. Ça m'est arrivé une fois peut-être dans ma vie d'avoir une classe comme ça. C'est-à-dire, en gros, on ne voyait pas trop de différence en termes de niveau, bien évidemment, entre le meilleur et le pire. Ce qui n'est plus le cas, malheureusement, cette année, enfin depuis l'année dernière. Donc, en quatrième, je sais qu'on voyait quasiment pas de différence. C'est-à-dire que le pire dans ma classe, il avait 10 de moyenne, et le meilleur dans ma classe avait 16. Donc, c'était globalement une classe homogène. Et je crois que je sais, dans mon collège en 3ème, il y avait une classe comme ça, où il n'y avait pas trop de différence de moyenne. Le pire, il devait avoir 11, tandis que le meilleur, il devait avoir 16, tu vois. Donc vraiment, on ne sentait pas la différence de moyenne. Donc une classe, elle est homogène justement si on ne voit pas trop la différence de moyenne, ok, de notes. Pareil, vous le dites très bien, hein, si vous mélangez du lait et du Nesquik, que vous n'avez aucun débris, en fait, au fond de votre tasse ou de votre bol, et dans ce cas-là, on va dire que l'ensemble, le mélange, la solution qui est obtenue est donc homogène. Hein, c'est bien homogène parce qu'il n'y a rien qui se voit. Et en physique-chimie, on va parler tout simplement de mélange homogène lorsque, à l'échelle macroscopique, il est impossible de distinguer les différents constituants. Alors, bien évidemment, avec des techniques physiques, il est possible toujours de distinguer les constituants. Mais, en tout cas, de façon, naturelle, avec mesure, on ne peut pas le faire. Donc, à l'échelle macroscopique, c'est impossible. Donc, c'est le cas, par exemple, du chocolat au lait. Hein, si vous le mélangez bien, en général, normalement, vous obtenez un mélange plus ou moins homogène. Ok. Après, deuxième des choses, vous avez également donc des mélanges dits hétérogènes. Là, ces mélanges sont dits hétérogènes s'il est possible à l'échelle macroscopique, à l'échelle de nos yeux, tout simplement de distinguer les divers éléments, ok, les divers constituants de notre mélange. C'est le cas par exemple de l'eau à l'huile. Ok. Alors l'eau et l'huile, au niveau des molécules, enfin on verra ça peut-être pas cette année, mais vous avez peut-être pu constater, l'eau et l'huile ne se mélangent pas ensemble. C'est parce qu'en fait, les molécules d'eau et les molécules d'huile sont, elles sont contraires, ok. Elles n'ont rien qui se colle, ok. Il n'y a pas de liaison, si vous voulez, il n'y a rien pour les lier, ok. Il n'y a rien de commun, il n'y a rien qui peut leur permettre d'être liés. Et de ce cas-là, vous allez avoir d'une part l'huile et d'une part l'eau, ok. Parce que il n'y a rien qui les colle, il n'y a rien qui les assemble, ok. Si vous voulez, il n'y a pas
de lien qui peut se faire entre les deux. C'est tellement divers, ok, c'est tellement différent de ce cas-là qu'on ne peut pas les lire. Et donc, dans le cas de ce genre de mélange, de l'eau avec de l'huile, et ben on va dire que ce mélange est hétérogène puisqu'on ne peut pas, enfin on arrive justement à distinguer les différentes constitutions du mélange et donc on n'arrive pas à les voir, à les rendre donc invisibles, ok, comme dans le mélange homogène où on arrivait tout simplement à ne plus distinguer les espèces chimiques, ok. Voilà, voilà. Alors donc également au niveau donc des tests, vous parlez que pour identifier une espèce chimique, on pouvait effectuer donc des tests. Alors on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais donc on peut effectuer des tests physiques. Alors l'avantage de ces tests physiques, c'est qu'on va faire des mesures ou quoi, donc on ne va pas détruire la matière. Mais on peut également effectuer des tests chimiques, donc vous en connaissez quelques-uns, notamment par exemple pour reconnaître le dioxyde de carbone, on va utiliser de l'eau de chaux, voilà. Et également, voilà, voilà, c'est tout pour les tests, ok. L'inconvénient de ces tests chimiques, par contre, c'est qu'on abîme de manière quasi obligatoirement, bon, en fait, l'espèce, ok. Alors que dans les tests chimiques, enfin physiques, pardon, on n'est pas obligé de les abîmer, ok, puisqu'on va faire juste des mesures, on ne va pas trop toucher à l'espèce. Alors que l'espèce chimique, dans les tests chimiques, on est obligé d'abîmer l'espèce, ok. Par exemple, et bah, quand on vous fait le prélèvement là pour le coronavirus, hein, donc le test PCR, voilà, et ben en fait ils sont obligés de détruire, si vous voulez, la molécule de coronavirus, ok, la molécule ainsi que tout, enfin ainsi que le virus, quoi, ok, pour savoir si vous avez bien le coronavirus, ok, mélanger avec une autre solution et ça va permettre de savoir si vous avez le coronavirus, tout simplement. Alors, donc ils mélangent ça avec ce qu'on appelle un réactif et donc en fonction de la couleur en fait dans lequel, enfin de lequel en fait vos coton-tige devient, s'il prend une certaine couleur, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez ou pas le coronavirus, ok. Voilà, voilà. Bon, je suis pas médecin, parce que je peux pas vous dire comment ça fonctionne exactement, mais le principe en tout cas des tests, c'est ça. On prend donc on va bien creuser au fond de votre nez. Après, on prend des particules, on essaie d'en prendre pas mal. On voit si, bah, dans ces particules-là, en fait, que vous avez dans votre nez, s'il y a du coronavirus ou pas, ok. Donc, si, en général, on trempe ça dans une solution, et après, donc, dans une solution contenant un réactif, et donc, si ça change de couleur ou pas, en fonction de si ça change de couleur ou pas, ou en fonction de quelle couleur ça devient, vous avez à ce moment-là le coronavirus. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne installation en mathématiques et en sciences.